imaginer bien cette espèce de mouroir, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est médecin comme ça dans des conditions hospitalières dans une ville pareille à cette époque-là. Et le personnage qui pour lui va être un petit peu décisif, François Ier, un genre de ministre des Affaires étrangères, mais un peu plus que ça, qui s'appelle Jean du Bellay. Quand François Ier est bien luné sur des histoires Renaissance, et là on arrive un petit peu dans les trucs sérieux. C'est du Bellay qui est puissant. Quand par contre François Ier se laisse réattraper par les Sorbonne, clergé, tous ces trucs-là, du Bellay on le met un petit peu sur la touche. Et en même temps, comme il y a Charles Quint, vous savez, qui fait en même temps pression sur le duc de Bourgogne, donc qui prend tout ce qui s'appuie sur territorialement le centre de la France pour mener la guerre civile, le Bourgogne en question qui est le cousin germain de François Ier, mais appuyé par Charles Quint pour reprendre comme ça le trône. C'est un type qui finira sa vie dans le sac de Rome en 1527. La politique de Jean du Bellay, c'est de négocier pour que les Turcs fassent pression sur Charles Quint par l'arrière, pour que, évidemment, Charles Quint ne puisse pas renverser donc c'est des choses qui sont... on est toujours dans ce schéma comme ça de la Renaissance qui vient tout éclairer après la fin du Moyen-Âge, et en fait, c'est complètement le contraire, quoi. C'est des temps... où justement, peut-être à la limite, la passion qu'on a à le lire aujourd'hui, c'est de voir comme ça cette espèce de lourdeur, de guerre, de noirceur, d'instabilité, de trucs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comment on envoie les emails? C'est-à-dire on envoie tout simplement un gars qui va galoper par Venise, Trieste jusqu'en truc, et le coup de Charles Quint, c'est toujours d'avoir à Trieste une espèce de barrière, c'est-à-dire qu'on envoie 3 messagers, parce qu'il y en a 2 qui vont se faire zigouiller à Trieste, quoi. En gros, c'est comme ça, donc voilà, et Rabelais va se faire embauché comme médecin particulier de Jean du Bellay pour l'accompagner à Rome. Et ce qui est bizarre, c'est que le Gargantua, il revient début 1534, c'est un livre quand même massif, épais, lourd en volume, en histoire, et en même temps, on ne sait pas comment, dans cette espèce, là aussi, cette espèce, cet après-midi encore, on avait, je sais pas, Thierry, ce gars qui nous dit, mais quand est-ce que les écrivains, avec votre histoire, trouveront le temps d'écrire? Ben oui, mais lui non, le temps d'écrire, il revient avec un texte. Le quart-livre, on le sait, c'est le gars chez qui il est, qui est gouverneur du Piémont, Guillaume de Langeais, meurt. Donc il se fait enterrer dans la Sarthe. Jean-Claude Bourdet, dis-moi dans quel village de la Sarthe, toi qui habites pas loin. Je m'emmerde, il va finir par partir vexé. C'est quoi Sablé sur Sarthe? Tu connais pas Sablé? Je ne passerai pas. Donc ce Guillaume de Langeais, ils vont le convoyer dans l'hiver, je crois que c'est 1546, à pied de Turin dans la Sarthe. C'est bien, c'est en hiver, le Maccabée ne va pas pourrir, quoi, en gros. Ils vont mettre, je crois, 8 semaines. Ce qui est d'ailleurs fabuleux, c'est qu'à côté de Rabelais, il y a un Proust. C'est François Rabelais et François Proust qui convoient Et en gros, c'est dans ce voyage, en raccompagnant la dépouille de Guillaume de Langeais, qui va écrire le Carlyle. Bon, et tout ça, j'avance pas beaucoup pour mon Gargantua. Mais en même temps, tout ça pour dire en quoi, pour nous, ce bouquin-là, à la fois, il y a des choses merveilleuses, là, comme ces torches-culs, que les gens bien élevés sont arrivés en retard pour ne pas entendre ces choses-là. Et en même temps, du coup, le Gargantua, bon, vous savez, c'est pas un... d'où ça vient, un Gargantua? Pantagruel, ça n'existe pas. Au Moyen-Âge, on trouve juste comme ça, c'est un tout petit démon, un petit elfe, donc c'est le contraire. Et Rabelais, il y a ce jeu de comique en faisant un géant aussi, et c'est qu'il lui donne en plus dans le Pantagruel une fausse étymologie. Il le fait dériver aussi d'un nom arabe, aussi, ce qui est très. Voilà, c'est le premier arabe de notre littérature, c'est Pantagruel, ce qui est, mais vraiment, hein, et en langue agarène qui signifie j'ai soif. Et Gargantua, par contre, c'est un nom qui, lui, est attesté depuis très très longtemps. C'est-à-dire, vous savez, vous avez les romans de la table ronde, Arthur, tous ces machins-là, vous avez tous vu Walt Disney. Et puis, c'est la première littérature populaire de colportage. C'est-à-dire que ces livres sérieux, qui sont comme ça, le légendaire sur
sur le site de la BNF. Bruno est parti, ça leur a fait trop plaisir, on n'aura jamais dit devant lui, mais c'est pas lui qui a travaillé à ça. Mais ils ont travaillé, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, sur les feuilletoirs des romans de la table ronde. On est là pour parler numérique, c'est pour ça que je vous embête, on n'est pas que Rabelais là, mais où il y a donc les enluminures originales, on peut zoomer sur les enluminures, avoir comme ça. On peut avoir la traduction du texte en français, il y a des lectures en ancien français, il y a l'ancien français, ça n'existe pas. C'est Valérie qui disait que l'ancien français est une langue étrangère qu'on sait d'avance. C'est pour ça que j'ai toujours été opposé à ces traductions de Rabelais, par exemple, il y en a une au Seuil qui a fait un mal énorme, qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Maurice Rat. Il s'appelle monsieur Maurice Rat, comment on peut déjà écrire une traduction? Bon, je sais pas. Alors, il disait du couscous dans une marmite. Vous regardez Rabelais, du coscosson dans un bourrabaquin. Ben, coscosson dans un bourrabaquin, c'est pas du couscous dans une marmite. Moi, je préfère, il y a ce jeu comme ça de l'étrangeté du son, de l'étrangeté de la langue, c'est au contraire ce qu'il faut garder. Moi, ce que je dois garder, c'est mon fil. Et il est déjà perdu depuis trop longtemps, mais au 3e jour de boulot, c'est normal.